caler la table. Et voilà, le carton. Quel matériau merveilleux. Le carton, c'est du papier, et le papier, c'est de la cellulose mâchouillée. Ne dit-on pas que ce sont les guêpes et les frelons qui ont enseigné aux anciens Chinois l'art de faire du papier? Bonjour au fait. Ce matin, le jour était plus sombre que jamais. Le ciel, disons comme à l'ordinaire, mais la luminosité moindre. Dans ce gris blanc bleuté, des formes indistinctes, des rouleaux, des traînées en filaments, nuages sur fond de nuages, qui ne se révèlent que, disons, à la photographie, quand on augmente le contraste. C'est pas vraiment de la triche, c'est que notre œil voit une partie. Et selon comment on fait les réglages avec l'appareil photo, et ça aurait été vrai même avec un appareil photo argentique, on augmente le spectre de visibilité. On change le point de... pas le point focal, non, c'est pas ce que je voulais dire, le point depuis lequel on étalonne sa sensibilité. Avec la photographie argentique, on pouvait faire ça, on pouvait intervenir bien sûr à la prise de vue, avec le couple vitesse-diaphragme. Ça joue un peu sur le contraste, ça a forcément plus de netteté. Dans les lointains, donnera un peu plus de contraste. Avec le flou, on étouffe aussi le contraste, légèrement. Il y a aussi un truc comme ça. Mais surtout au développement du négatif et au tirage. J'avais des filtres pour ça, j'utilisais du papier multigrade. Ah oui, parce que vous ne savez peut-être pas, mais le papier photo est lui-même étalonné. Alors je parle de la photo noir et blanc, bien sûr, hein, c'est ce que j'ai pratiqué. On a 3 supports, brillant, mat et satiné, mais il y a autre chose. Il paraît même que justement, dans un souci de précision, et là ça devient un peu subtil, mais le papier brillant est un peu plus précis, donne un effet un peu plus contrasté que le papier mat. Ah, le papier mat, c'était beau. Mais ça craint les rayures, tout ça. Et le papier satiné, c'est un peu granité, c'est une espèce de brillant très finement cassé. Moi, j'aimais vraiment pas. Mais c'est le papier le plus pratique. Bah oui, parce qu'on voit pas de rayures, on voit pas de taches de doigts sur du granité. Bien. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. C'est juste pour qu'on me dise, ah oui, brillant. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est du grade, de la gradation. C'est-à-dire du degré par rapport à un étalonnage. Et l'étalonnage, c'est fort contraste ou faible contraste. Et c'est comme ça, normalement, qu'on est censé pouvoir rattraper des photos mal exposées. Mettons, pas assez de lumière ou trop de lumière, le négatif est bouché ou brûlé. C'est-à-dire qu'il est trop transparent ou alors il est tout noir. Et il n'y a pas assez de contraste entre les ombres et les lumières dans le négatif. Donc on ramène du contraste. Et il y a un papier qui est fait pour ça. Les numéros, je sais pas, ça allait de 1 à 5, peut-être de 0 à 5, quelque chose comme ça. Ou à 7, comme le papier pH, tiens, je me souviens plus, et c'était soit du papier qu'on achetait tel quel, soit du papier multigrade, ah, c'était bien ça, du papier multigrade avec les filtres. Je me demande si d'ailleurs il y avait les papiers différents aussi avec le multigrade. Et les filtres, c'était comme des gélatines de spectacle, vous savez, ce qu'on met devant les projecteurs. D'ailleurs, c'était des petits carrés, pareil. Bon, plus rigides, et on les mettait de la même manière, on les mettait dans un porte-filtre devant l'objectif. Devant l'objectif, enfin en tout cas entre la source lumineuse et le papier. Oh, c'était beau, ils étaient beaux. Les grades forts étaient dans les magentas, assez denses, et les grades faibles étaient ambrés, allant jusqu'aux pêches, un truc comme ça. Ah, c'était joli, c'était beau. Dans une petite boîte à onglets, vous savez. C'est une petite boîte en carton, comme une boîte de papier. Et à l'intérieur, il y avait un carnet avec une reliure spirale. Et en fait, le carnet, c'était des intercalaires en carton. Et dedans, il y avait chacun des filtres. Alors, fallait remettre à chaque fois, évidemment. Bien sûr, sur le filtre lui-même, dans le coin en haut à droite, il y avait le numéro qui était imprimé. Ah, c'était très agréable.
c'est agréable parce qu'on se confronte à la matière, il y a quelque chose d'un peu magique. On fait passer de la lumière à travers un truc semi-translucide. Donc qui est intermédiaire, on pourrait dire, entre la matière, le support, le truc comme ça, et puis de la lumière, parce que le truc translucide, il est bien sûr il est matériel aussi, mais ça a plus à voir avec la lumière, la transparence. Et puis on projette ça pendant quelques secondes sur le papier, et puis avec le compteur, et puis ça s'éteint. Et le papier, il est toujours blanc, évidemment. Mais on a toujours dans l'œil ce qu'on vient de projeter à l'envers. Ah oui, on projette un négatif. Tout ça en lumière inactinique, en lumière très faible. Alors moi, j'utilisais pas de rouge, hein, c'est pas nécessaire. J'utilisais du vert brun. C'est beaucoup plus reposant. Ah bah la lumière rouge, ça vous fait un peu vriller de la cervelle. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais essayé, mais quand on voit des séquences filmées en lumière rouge pour faire plus pro, plus faire photographe à l'ancienne, non, c'est vraiment bizarre, quoi. Bref. Ouais, je renifle de plus en plus. Je renifle pas quelque chose, je renifle la congestion de mes fosses nasales. Ça devient assez prégnant. Et les bronches aussi, les bronches un peu, sinon encombrées, du moins congestionnées aussi. Donc on trempe ça dans le révélateur. Et ça met un moment. L'image, elle met un moment avant de monter. Elle met peut-être 30 secondes. C'est vraiment un moment magique. C'est magique. Moi, j'étais là devant mon lavabo. Le lavabo de la salle de bain des enfants. Il y avait 2 lavabos. Marrant, alors que dans la salle de bain des parents, il n'y en avait qu'un, alors que c'est censé être monsieur et madame. Donc, je suis pas sûre de très bien comprendre comment ça fonctionnait, mais bon, en tout cas, il y avait un porte-vasque avec 2 vasques dedans. C'était un truc qui a été construit tout début des années 70. Jacob de Lafont, hein. Enfin, comparé à ce qui se fait maintenant, la qualité de la faïence, l'émaillage, tout ça, ouais. Non, blanc, pas beige, non, c'était blanc, c'était très, très classique. Le carrelage de la douche était d'un rose clair, d'un très joli rose d'ailleurs. Et dans la salle de bain, l'autre salle de bain des parents, c'était bleu. Et c'était vraiment une faïence émaillée, vous savez, avec les transparences et ces fameuses faïences. Ça vous dira certainement quelque chose, vous en avez certainement vu quelque part. C'est des carrés. Donc le motif, c'est un carré de 15-15. Ouais, je pense 15-15. 10-10, 15-15, je sais plus exactement. Il faudrait que je regarde. Et il est relativement plat, lisse, brillant, mais à l'intérieur, en creux, il y a un cercle. Un cercle ou une espèce de truc, de figure intermédiaire entre le cercle et le carré, qui est en creux. Pas en 3D, mais juste un petit décrochement, quoi. 2 surfaces planes, mais légèrement... l'une légèrement renfoncée par rapport à l'autre, ce qui donne aux angles, partout à l'angle sur l'arête, je veux dire, pas l'angle, sur l'arête de ce motif en creux, avec la faïence, ça donne des transparences, des différences de densité de l'émail. Donc on avait un bleu nuit dans la salle de bain des parents et puis un rose dans la salle de bain des enfants. Et je dois dire que tout était bien fait, le bac à douche, les robinets, la faïence, tout était, comme on ne trouve plus maintenant, tout était bien posé, avec l'écartement des joints qu'il fallait, le joint qui n'avait pas moisi, qui était impeccable, il n'y avait pas de joints en silicone autour, tout était bien posé, le bac à douche, l'émail, c'était pas devenu poreux, même après 30 ans. Hein. Mes parents, ils ont mis 35 ans à payer leur maison. Bah oui, mais c'est pas compliqué. Et surtout... les fonctionnaires, ils ont des prêts à taux zéro, donc ils ne payent que leur maison. C'est fou, hein, quand on y pense, tout devrait être comme ça. Alors que les gens ordinaires, sur 35 ans, ils ont payé 2 fois leur baraque. Tout était bien fait, les robinets, les poignées, rien ne s'est abîmé. Rien ne s'est abîmé dans cette maison, rien. L'escalier de bois, les parquets flottants au point de Versailles, les tomates dans la cuisine, les tomates, le carrelage façon tomate, tomate, oui. Rien n'a bougé, rien ne s'est abîmé. La cuisine est équipée, là, les placards, les trucs comme ça, c'était une espèce un genre de mélaminé, mais pas un truc merdique, un truc, tu peux pas décoller les façades, la façon dont c'était fait, c'était collé. Ça n'a rien à voir avec la qualité qu'on trouverait aujourd'hui. Mais rien. C'est-à-dire qu'après 35 ans, alors que c'était plus ou moins des produits modernes, pas les carrelages et pas les faïences, mais les placards de la cuisine, tout ça, rien n'avait bougé.
ni les trucs des tiroirs. C'est pas de la mécanique, c'était maintenant tout est sur système, vous savez, comme chez les pharmaciens, là, blam, les tiroirs ils roulent comme ça. Alors ces tiroirs, je sais pas comment c'était, sur quoi ils glissaient. Les charnières, rien n'a bougé. Les porte-fenêtres, rien n'a bougé. Enfin, donc j'étais dans cette salle de bain, un peu un peu encombrée d'une armoire beaucoup trop grande pour les affaires de mon frère et moi, qui était tellement grande que tout en haut, non, en haut ça devait être ses affaires, et en tout cas tout en bas c'était une espèce de bordel, on fourrait un peu tout, elle aurait pu être 2 fois plus petite, on aurait été plus ordonné. Bah oui, comme les sacs de femmes. Plus ils sont grands, plus il y a de merde. En tout cas, j'avais pas beaucoup de place pour circuler, mais je mettais, je crois, une planche sur ces 2 vasques là, donc j'avais l'eau, et comme les robinets, bien sûr, les grands robinets, ces grands robinets genre col de cygne là, enfin plus ou moins, et avec les 2 poignées sur les côtés là, les 2, c'est pas des poignées, comment on dit, les poignées de robinet quoi. Bon, vous voyez bien. Ah, très beau, en faïence aussi, vraiment très très beau. Années 70, hein, pas rétro, vraiment années 70, mais c'était beau, et au toucher, ces trucs-là, c'était vraiment exceptionnel. Pas de fuite non plus, rien ne s'était abîmé, bref. Donc on pouvait les tourner sur le côté, un peu au-delà de la planche, si on avait besoin de rajouter un peu d'eau, voilà. Donc c'était vachement pratique en fait comme truc. J'avais des petits bacs. J'avais des 21, 29, 7. Après, on peut pas aller, on peut pas faire des tirages très grands, mais déjà très grands, après c'est compliqué, hein, parce que faut les rincer, faut les suspendre, tout devient plus compliqué avec le papier plus grand. Donc les plus grands tirages que je faisais, ça devait être autour du 21, 29, 30. 29,7, pardon. Genre de A4, quoi. Je sais pas s'il y avait un format comme ça, je me souviens plus. En tout cas, en général, je faisais des petits trucs, des 4-5 là. 4-5, c'est 4 pouces par 5 pouces, c'est 12 par 20. Non, je fais des trucs plus petits. Ah, je me souviens plus. Quand on pratique pas, hein. En tout cas, c'est magique, surtout quand il s'agit de portraits. Parce que là, le visage, au bout de quelques secondes, quelques dizaines de secondes, il y a un moment où ça apparaît, ça monte. Le visage comme ça se révèle. Les yeux vous regardent du fond du bac. Et pour employer un mot de bon français, c'est presque flippant. Surtout la nuit quand les parents sont allés se coucher. Et il y a toujours un moment dans le labo comme ça, la salle de bain quoi, mais le labo, où j'avais un petit moment de légère panique, d'être dans le noir, Alors le long de la porte, en bas quoi, sur le seuil, je mettais un truc, je mettais une serpillière qui devait être là plus ou moins à demeure quand mon père lavait ses chemises. Ouais, de temps en temps, il avait une chemise ou il avait un truc dans le lavabo de la salle de bain des enfants qui jouxtait son bureau. Ah, c'était des pièces toutes petites, hein. C'est vrai que cette maison, elle était un peu à l'anglaise, des pièces toutes petites. Bon, qu'on est habitué aux espaces petits, ça va. C'était assez petit. Une fois meublé, c'est tout petit. Mais bon. Donc son bureau, il y avait la place pour son bureau et circuler autour, c'est tout, hein. C'est pas le bureau du professeur comme on peut imaginer, hein. C'était modeste. Mais c'était agréable, avec une porte-fenêtre là qui donnait bien de la lumière. Le bureau de ma mère était... il y avait une fenêtre en chien assis et puis une espèce de demi-soupente. C'était beaucoup plus sombre, tapissé de papier peint Liberty à fond noir ou à fond bleu nuit. Enfin, c'était très chaleureux aussi. Mais enfin, tout ça, on voyait à peine ce truc-là. On le voyait sur l'angle de la soupente parce que le reste était tapissé de rayonnage avec des livres. Mon père aussi. Mais c'était plus clair. Le fond de papier peint était plus clair. Des bandes blancs et différents gris clair, un peu argent, très très clair, avec un effet texturé, vous savez, un peu style empire. Des rayures verticales, ton sur ton très clair, empire. Mais qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, ces rayonnages, en fait, ils étaient couverts de livres qui avaient été lus à un moment, qui avaient servi de référence à un moment. Quand on fait de la recherche, c'est vite dépassé. Ce sont les ouvrages de référence qu'on garde longtemps. Et c'était pas pour la plupart des ouvrages de référence. Et je me dis que les 3/4 de ce qui tapissait le bureau de ma mère, ça aurait pu être remisé au garage ou n'importe quoi. Elle les ouvrait pas. Ce qu'elle utilisait, c'était ses concordances bibliques et
tous ces dictionnaires latins et hébreux, machin. On n'avait pas besoin de dictionnaire français-hébreu puisqu'elle parlait hébreu. Elle parlait hébreu moderne et différentes langues anciennes, un peu comme Patricia Crone, ouais. Même genre d'érudite. Enfin, quoi qu'il en soit, je mettais quelque chose sous la porte pour qu'aucune lumière ne filtre, et je me sentais à un moment vraiment isolée, seule debout dans le noir. J'allais me coucher tard. Je sais pas, peut-être minuit, un truc comme ça, après mes parents. Mais se coucher à minuit et demi, quand t'as 15 ans, c'est un peu tard quand même. Maintenant, c'est un truc de l'autre monde de dire un truc pareil. Mais bon, les parents même se couchent tard, tout le monde se couche tard, plus personne se couche. Mais dans ces années-là, il y avait des cadres encore. Il n'y avait pas la télé tout le temps. La télé s'arrêtait encore la nuit. Et puis elle s'est plus arrêtée la nuit. Et puis après, mais bien après, il y a eu Internet. Donc en fait, tout est disponible tout le temps. Il n'y a plus de nuit. C'est ça qui nous fait vriller la cervelle et qui a changé notre rapport au temps. Il y avait ce papier photo et les couleurs de filtre qu'on mettait et la façon dont je pouvais jouer avec ça et certaines subtilités aussi qu'on pouvait utiliser qui étaient sur une partie de l'image qui était vraiment bouchée ou insuffisante. On pouvait appliquer un type de filtre très très contrastant avec un temps de pause adapté, peut-être très long, et en cachant le reste avec ses mains. Et puis après, on changeait de filtre. Et puis avec ses mains, de la même façon, ou avec un cache avec une forme adaptée, on va dire, qu'on aurait déchiré dans du papier à la demande. Bah, avant de mettre la feuille, mettons, on projette le truc sur la surface, le plateau de l'agrandisseur, on voit, et on se fait 2 caches en papier qu'on déchire comme ça. Et puis, on place le papier. Oui, il y avait je sais plus, ce plateau d'agrandisseur, il me semble qu'il était blanc, mais certainement qu'il était, réglé pour qu'on puisse savoir où mettre la feuille. Mais bon, oui, il y avait une espèce de règle mobile, je sais plus exactement. Mais en tout cas, après on place le papier, on lance la lumière et on interpose un cache entre le rayon lumineux et le papier, assez près de l'objectif, comme ça c'est flou, et on fait un petit mouvement circulaire. Ben oui, sinon on aura la projection du cache sur le papier. Alors il faut le flouter. Vous voyez le truc ? Et c'est un peu comme ça que il faisait, mettons, des portraits. Il tirait sur les photos qu'on peut avoir, par exemple. On a parfois un portrait, et puis les bords sont flous, mettons en ovale, et ça se fond dans le blanc. Les bords du papier, les angles sont blancs, ils sont pas du tout impressionnés. Et au centre, on a en médaillon un portrait. Bah, c'est tout simple. On fait un cache comme ça avec un ovale et on l'interpose entre l'objectif et le papier à un solet. Et puis on fait un petit mouvement pour flouter les bords. Ça, ce sont les artifices les plus simples quand on fait du tirage. Le tirage, c'est l'opération qui consiste à impressionner le papier à l'aide d'un agrandisseur. Donc on met le négatif dans l'agrandisseur. Il est projeté comme un projecteur diapo sur le plateau. Et puis, il y a le passage au bain, le révélateur, qui est une réaction chimique. Ouais, c'est fou. L'offset aussi, je crois que c'est un truc comme ça. Une réaction chimique, c'est-à-dire là où il y a eu de la lumière, ça va noircir. Là où il n'y en a pas eu, ça noircit pas. Et on a toutes les nuances selon que la lumière est passée complètement, pas du tout, ou un peu, ou beaucoup, passionnément. Et c'est la même chose pour le négatif, mais à l'envers, bien sûr, évidemment. À ce compte-là, l'agrandisseur et l'appareil photo sont une déclinaison du même principe. Alors l'image se révèle dans le bain de révélateur. C'est assez fabuleux. On peut légèrement faire bouger le bac, quand ce sont de petits bacs, pour donner un petit mouvement de vague, ou avec la pince tremper, faire aller venir la photo, sans l'abîmer, par le coin. Et puis une fois que c'est révélé, c'est pas terminé. On passe la photo dans un bain d'arrêt, d'acide acétique, c'est-à-dire en gros du vinaigre pur, sauf que c'est pas du vinaigre, c'est vraiment de l'acide acétique, donc ça pue. Révélateur aussi, ça pue, l'hydroquinone, ça pue. Et puis après, on met ça dans un bain de fixage,
avec je sais plus quoi, et de l'agent mouillant aussi. Et l'agent mouillant, je crois qu'on le mettait dans le bain de fixage. L'agent mouillant est un tensioactif. C'est quelque chose qu'on utilise aussi quand on fait du papier marbré. Quelque chose qui brise la tension de surface. Alors je sais plus exactement pourquoi c'était dans ce bain-là. Ça a une odeur vraiment très spécifique, très, très subtile. Une odeur un peu indéfinissable, légèrement douceâtre. Pas désagréable, comparé à l'acide acétique et au révélateur. Bon, le révélateur, c'est pas très fort comme odeur, mais c'est un peu... c'est pas agréable. Et puis après ça, on égoutte bien et on rince. Alors moi, j'avais la douche, c'était pratique. Et après, comment je faisais ça pour que ça coule pas partout? Je pense que j'avais un système où je tendais des fils. C'était un peu bricolé. Peut-être je mettais les photos, je les plaquais comme des mouchoirs le long des carreaux. Et puis après, je les mettais ailleurs, sur une serviette au sol, là où je passais pas, peut-être sous le radiateur. Enfin, j'avais très très peu d'espace pour me mouvoir. J'avais 1 mètre carré peut-être pour me mouvoir, pas vraiment 2. Parce que la douche était dans l'angle, un peu coincée contre l'armoire là. Et cette armoire, elle était tellement profonde que on pouvait pas complètement ouvrir la porte. Donc l'armoire était entre la porte et la douche. Oh, j'avais peut-être un peu plus d'1 mètre carré, mais pas tellement plus. En tout cas, c'était assez fantastique. Et je sais plus si les premières photos que j'ai tirées, quand mon père m'a acheté tout l'ensemble, alors qu'en fait, il avait un agrandisseur dans les années 60, un très beau, qui était encore là dans la cave de l'appartement de ma grand-mère. Ouais, je regrette un peu de ça. Mais on regrette, mais si on avait pour dessous de bon sens, chose que je n'ai pas, et de constance, chose que je n'ai pas non plus, ben on pourrait garder ces choses comme des antiquités. Il y a des gens qui ont de la suite dans les idées. Ma mère, elle en avait beaucoup. Elle avait gardé des trucs des années 60. Elle avait gardé des trucs, même quelques trucs peut-être de Tunisie, je sais pas, quelques draps, quelques trucs de la grand-mère, quelques objets, un patrimoine d'objets qui sont maintenant des choses d'antiquité. Des choses pour certaines simples, mais qui nous parlent vraiment d'un monde comme s'il y avait plusieurs siècles. On nous parle de réinitialisation, mais ça y est, nous sommes les dernières générations avec une mémoire. Et je parle des gens de mon âge, 50 ans. Les quarantenaires, c'est foutu. Nous, on a été pourris par la télé, et dans notre adolescence, la télé à outrance, qui commençait à émettre, comme j'ai dit, même le soir, même la nuit. Et puis on a été pourris par les jeux vidéo. Les jeux vidéo sur la télé, et puis les consoles, les premières, les petits jeux. Alors mes parents étaient... quand on était petits, ils étaient assez intransigeants avec ça, et puis après, ça a un peu lâché. On a joué aux jeux sur l'ordinateur. Space Invaders, ces trucs comme ça. Il y avait un truc aussi de football, une petite console, vraiment les premières, quoi, que ma mère avait ramené d'Angleterre. Ouais, c'était lamentable. Ça commençait à nous vriller la cervelle. Mais il y avait autre chose. Parce que l'ordinateur ne servait pas à étudier, ou on lisait le dictionnaire, on regardait le dictionnaire dès qu'on avait besoin de savoir quelque chose, on allait en bibliothèque, on jouait dehors, il n'y avait pas le téléphone portable, on s'appelait parfois très longuement au téléphone fixe, mais non, très longuement on pouvait pas puisque c'était facturé à la minute, donc c'était surveillé tout ça. On se voyait, et si on avait des flirts ou des amours ou des amis, c'était en vrai. On s'écrivait même des lettres quand on était en vacances, entre amis ou entre chéris. Les gens de 50 ans, et encore, c'est vraiment limite, c'est le tournant, disons au moins 55, c'est les derniers, à part certains qui ont vécu dans des milieux, on va dire, protégés, des milieux très tradis, catho avec une éducation à la dure, ou noble, avec une éducation vraiment tradie, pas de jeu, pas de télé, apprendre la musique, aller chez les scouts, parfois même la douche froide, ou pas d'eau chaude, je veux dire, des gens qui ont été habitués comme ça. Quand on est habitué petit à se doucher à l'eau froide, on n'a pas de mal à le faire. Un jeune homme qui dit ça, il me dit, si j'ai des enfants, ou quand j'aurai des enfants, je sais plus comment il l'avait dit, mais je les ferai se doucher à l'eau froide. Les enfants craignent pas l'eau froide. Les tout petits. C'est après que ça vient.
Et comme lui, il avait redécouvert ça, adolescent, ou enfant, je sais pas, il y avait un truc très, très viril aussi dans leur famille, ces trois garçons, et puis le mec est assez admirateur d'un certain régime d'outre-Rhin, dans les faits, dans l'éducation, dans la moralité aussi, et tout ça. Donc la moralité a double sens, bien sûr, mais assez puissant là-dedans. Faire le jardin, travailler de ses mains, apprendre des métiers artisanaux, et en même temps cultiver la musique, les choses comme ça. Une vraie éducation, quoi, en fait. Et ouais, mais il faut bien le dire. Non, c'est pas spécifique aux admirateurs du régime d'outre-Rhin. Je connais des gens qui ont donné à peu près cette éducation à leurs enfants, mais juste à peu près. En plus mou, si vous voulez. En plus consensuel. Du coup, ça a plus vite tourné court pour la progéniture. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que les derniers personnages qui ont été élevés sans la télé, il n'y a pas de télé, sans jeux vidéo, pas devant l'écran pour un oui, pour un non, ceux-là ont une mémoire, ceux-là savent lire, ceux-là savent écrire, ceux-là savent réfléchir. Mais quand on dit, les jeunes, tout ça, oui, on nous montre forcément les uns contre les autres, mais ça va être très simple, cette réinitialisation. C'est quand les gens de mon âge seront tous morts, ou même avant ça. Il suffit qu'on nous considère comme des vieux cons. Oui, parce que les vieux, c'est forcément des gens qui ont la maladie d'Alzheimer et qui se chient dessus. Mais moi, jamais j'ai considéré la vieillesse comme ça. Ça, c'est une vieillesse pathologique. Je connais des gens qui sont des exceptions, mais qui devraient être la norme chez les humains. Un gars de près de 80 ans, ok, il a les cheveux blancs, mais c'est pas l'idée que tu te fais d'un mec de 80 ans. Le mec fait 1m80, il est pas voûté, hein. Il marche en forêt, tout ça. Ses pieds sont pas déformés. Ses chaussures sont pas déformées. Ouais, il porte des lunettes, Mais il est plein de vie, plein de joie, plein de détachement aussi. Il vit dans un appartement qui est en fait dans une maison ancienne, dans le centre-ville d'un petit bourg. Tout petit bourg. Donc centre, mais déjà... centre, on peut dire ça. Et en fait, son appartement... il est sur 3 étages, donc au rez-de-chaussée il y a rien, c'est juste l'entrée. Puis on monte l'escalier. Ouais, ça dessert pas de pièce. La pièce doit être dans la maison d'à côté, j'en sais rien. Donc on monte au premier étage, il y a son atelier. C'est une petite pièce, hein, c'est peut-être 12 mètres carrés cet atelier. Et puis on monte, et il y a la pièce où il vit, avec derrière 2 petites chambres. De l'autre côté, il y a juste des toilettes. Je sais plus où est la salle de bain, comment c'est agencé, je ne sais plus. Ah oui, la salle de bain, elle est au niveau du premier étage, là où il y a l'atelier. Et je crois que c'est tout. Donc en fait, il y a cet escalier, qui est un escalier en spirale, d'une maison vraiment ancienne. C'est dans une tour. En fait, l'escalier est dans la tour. Donc c'est méga classe, quoi. Bon, il y a des vis-à-vis avec les fenêtres, mais c'est vraiment chouette. Et ce gars, donc, il est tout le temps en train de monter des escaliers. Tous les jours, il va faire son tour, puis il marche en montagne. Il va ramasser des champignons et il dit je les donne aux petites dames, aux gens âgés qui peuvent plus se déplacer. Mais ces gens âgés, ils sont pas tellement plus âgés que lui. À peine. Donc âgé, c'est effectivement âgé, mais c'est âgé en tant que rôle social. Une petite dame qui marche très mal, je crois, avec un déambulateur qui est très drôle, qui habite pas très loin de chez lui, il passe la voir. Il prend soin des gens âgés, parce que lui, en fait, c'est comme un jeune. Enfin, un jeune relatif, bien sûr, un jeune pour ces dames plus âgées qui ont beaucoup de mal à se déplacer. Donc il fait le maintien à domicile, si vous voulez. Il leur apporte des champignons, des châtaignes. Ce gars-là mange 1 fois par jour. Il est essentiellement végétarien. Ou il est végétarien, et depuis très longtemps. Il mange 1 fois par jour depuis très longtemps. Il est mince, et il a un très joli teint, une très belle peau. C'est pas ce qu'on imagine d'un vieux. Pourtant, il est vieux, mais il est pas décrépit. Il a les cheveux un petit peu clairsemés, mais il a des cheveux. Il a suffisamment de cheveux pour se faire un petit catogan de ses cheveux blancs. Pourquoi je parlais de ça ? Les dernières générations. Et alors lui, il connaissait à peu près tous les dossiers conspi ou parallèles, quoi. Parce que lui, il a commencé ça... je sais pas, dans les années 70, peut-être, ses recherches. OVNI, qui entraîne, pyramide, qui entraîne... Bon, alors, il était dans la mouvance aussi, je suppose, psychédélique et psychotrope et tout ça. Il fume son joint dans l'après-midi, mais il est jamais défoncé.
Non, je cautionne pas, hein, mais juste je vois que je l'ai vu certainement à plusieurs heures du jour, donc je l'ai vu certainement après le pétard. Il est pas différent. Mais effectivement, il a cette addiction et tout ça. C'est quelqu'un qui était dans les mouvances 70, tout ça, mais très sage, quoi, pas alcool, pas partouze, pas fête, c'est quelqu'un de très très sage, qui a fait son petit artisanat toute sa vie, et très recueilli. Donc il connaissait à peu près tous les dossiers, plus la cryptozoologie, qui est un dossier auquel je ne me suis jamais intéressée. Les animaux, vous savez, le yéti, les trucs comme ça, la bête du Gévaudan, c'est un petit peu pour moi la frange, ovni, tout ça. Il y a pas mal de choses de façon récurrente qui sont rapportées, mais il n'y a rien de flagrant. Mais le fait que ça revienne constamment, on peut pas balayer ça d'un revers de main. Il y a beaucoup de choses comme ça, comme les crânes allongés ou les squelettes de géants. Ça disparaît, mais il y en a toujours qu'on peut voir plus ou moins. Et c'est tellement à la frange que c'est très facile pour les détracteurs de dire « mais oui, mais ça a été fabriqué, ça a été forgé », ou bien « ce sont des racontards », ou bien « c'est l'imaginaire collectif ». Non, je pense qu'il y a un truc qui est intermédiaire. Et lui, c'était un dossier qui l'intéressait beaucoup. Et ce gars-là n'est pas un imbécile, donc je me dis, si lui s'est intéressé à la chose... Mais il n'y a rien de concluant, donc j'ai pas donné suite pour faire une émission, quoi. En tout cas, ce gars-là connaissait tout un tas de dossiers, il avait entendu parler, la forme de la Terre, les choses comme ça, qu'est-ce que c'est que l'univers, bon. Mais il a jamais eu Internet. Je crois qu'il a la télé, qu'il doit regarder très ponctuellement, avec beaucoup de recul, mais il a jamais eu Internet. Il a lu des livres, des revues, il a vu, je pense, des conférences ou des choses comme ça. Donc c'est pas vrai qu'Internet a apporté la connaissance et tout ça. Quand on veut savoir, on se trouve sur le chemin de gens qui eux-mêmes ont intégré le savoir, pas juste des petits youtubeurs de crottes qui reprennent un truc qui a été repris d'un autre truc, qui a été encore repris d'un autre truc, qui a été repris d'un bouquin, qui a été repris d'un film. Non, c'est des gens qui se sont intéressés, qui ont lu des livres, qui les ont lus plusieurs fois, qui ont réfléchi par eux-mêmes et qui ont apporté une réflexion personnelle à un sujet qu'ils ont découvert à un moment ou à un autre. Par exemple, ce monsieur-là connaissait le dieu brumeux. Ah, pour lui, c'était la vérité. Ça disait quelque chose de vrai. Alors que c'est un romancier qui présente la chose comme si c'était un récit réel d'une personne réelle qu'on lui a fait. C'est un artifice littéraire. Et je suis assez terrifiée de constater que les jeunes générations prennent ça pour argent comptant. Alors que cet artifice littéraire, il est connu depuis le début de la littérature moderne. On va dire 18e siècle. Les liaisons dangereuses de Laclos, qui est un roman par lettres, c'est le même artifice littéraire, sauf que là, nommément, Laclos ne veut pas faire croire que c'est des vraies lettres, que tout le marketing autour n'a pas été fait autour du fait que si c'était vrai et qu'il avait juste publié cette correspondance. Laclos est un romancier. D'ailleurs, c'est mené de main de maître. Et je ne suis pas sûre que lors de la publication du Dieu brumeux, en dehors de l'artifice littéraire, il ait vraiment voulu faire croire que c'était vrai. Mon nom est Olaf Jansen, je suis norvégien. Vous vous souvenez, hein? Oui, promis, je vous le réédite, promis. Vous savez que tout ce qui est paru, ou quasiment tout, ce qui est paru sur Prune de Prune, ou l'édito de Prune à ce moment-là, oui, parce qu'il y a eu différentes chaînes, hein, au fur et à mesure des suppressions, et Prune de Secours, est toujours disponible sur Crowdbunker. J'ai rien republié depuis très longtemps, parce que je publie plus chez eux, mais c'est toujours disponible. La chaîne existe toujours. Alors comme c'est très mal fait, il faut faire défiler toute la page jusqu'au bas de page pour arriver aux plus anciennes vidéos. Donc c'est compliqué, personne ne le fait. Et parfois même ça bug et ça vous revient en haut de page. Et comme il y a peut-être aussi des centaines de vidéos là-dessus aussi, et il faut un peu de patience. Mais vous pouvez le faire. Vous allez sur Crowdbunker, Prune de Prune, il y a 3 chaînes, Prune de Prune, Prune je sais plus quoi, parce que j'avais pas compris comment ça fonctionnait, ça a rouvert des chaînes dans des chaînes, ouais, je comprends pas toujours les arborescences, hein, excusez-moi, mais moi non plus, j'ai pas l'esprit informatique à la base.
Mais si vous faites défiler, vous aurez toutes les anciennes vidéos. Pas toutes, d'ailleurs, il est vrai, pas toutes. Ou les plus anciennes, vous ne les avez pas. Par exemple, il y en a une que j'ai évoquée. Vous savez, ça, c'est le Canada. Vous savez, la vidéo sur le brutalisme et les destructions. Impossible de la retrouver en ligne, donc je pense qu'elle n'y est plus. Je l'ai déjà rééditée plusieurs fois. Et je ne sais plus le titre qu'elle avait. Le titre. Comme c'était une traduction, il est possible que j'ai repris le titre même. Je ne sais pas si elle est toujours trouvable. Vous savez que les vidéos de Divergent n'existent plus, sa chaîne YouTube n'existe plus. Il faut aller sur Libertalia, qui est une chaîne espagnole, mais il faut parler espagnol. Et ce ne sont pas les mêmes vidéos, ce ne sont pas les vidéos qu'il avait fait paraître en anglais. J'ai fait sur plusieurs jours une recherche pour essayer de retrouver ces vidéos, où est-ce qu'elles auraient pu être extraites ou remises en ligne, ou comment s'appelait la chaîne. Divergent n'existe plus, et j'ai rien trouvé. Donc peut-être que tout simplement, ça n'existe plus, ça n'a pas été remis en ligne. Comme c'était que des directs, en fait. Des directs faits avec une application qui lui permettait de mettre les photos en ligne pendant qu'il parlait. Donc c'était des capsules comme ça, qui n'étaient pas construites. C'était juste une petite causerie du jour, avec beaucoup de redites, et beaucoup, c'est « Ah oui, mais les gens, ils disent ça », toujours en train de se plaindre. Mais ils montraient des trucs intéressants. Et comme c'était sans doute une chaîne de direct, eh bien, tout a sauté. Donc il faut voir aussi avec le fait que les vidéos font beaucoup moins de vues. Peut-être un quart. Donc c'est pas forcément le cas, mais c'est au niveau du décompte. Il y a le quart des vues. Donc ça veut dire que quelque chose a changé dans leur façon de jouer avec les chiffres et de jouer avec les chaînes et de jouer avec nos informations. Donc pour moi c'est un signe avant-coureur. C'est déjà un signe en soi que quelque chose se passe et qu'il trafique nos informations d'une façon différente. Si c'est d'une façon différente, ça veut dire qu'on a changé de phase. On est passé à une nouvelle phase de contrôle. Ça, c'est assez récent. Comme j'avais signalé, les éditos, il y a 6 mois, faisaient environ 4000 vues. Une fois que les gens les ont vus, il y a peu de gens qui arrivent sur la chaîne et qui vont voir de façon massive des éditos anciens. Donc 4000 vues, on va dire 4000 vues dans la semaine ou les 2 semaines. Et maintenant, je vois, c'est autour de entre 1000 et 2000 vues. Et là, je vous avais dit, dans les 24 heures, il y avait 1000 vues sur un édito, 1000 ou 1500 vues sur un édito. Et puis là, il y en a plus que 600, 700. Donc, il y a la moitié, ou il y a le tiers. Et ça, c'est pas parce qu'il y a moins de gens. Il y a toujours plus de gens qui arrivent et qui regardent les dernières vidéos. Donc, ça veut dire que il y a des désabonnements massif de la part de l'éditeur, et ils font tourner le compteur à l'envers. On avait vu ça avec Crowdbunker sur mes vidéos, qui avaient eu des milliers de vues. Tout d'un coup, il y en avait plus que 200, 300, et puis quelques temps après, il y en avait plus que quelques dizaines ou même quelques unités. Bon, ça, je sais que c'est pas vrai, puisque quand j'ai sorti ces vidéos, elles ont été vues massivement. Donc, à quoi joue-t-il, en fait? C'est sûr que si on voit une vidéo, il y a 6 vues, ça doit être une chaîne de naze. Voilà, ça joue forcément sur l'imaginaire. Donc en fait, ils ont changé de stratégie pas de stratégie. Ils ont changé de phase dans leur stratégie de contrôle. Donc à chaque fois qu'il y a un changement de phase, un resserrage de vis, un changement, ça nous dit que vraisemblablement d'autres changements ont eu lieu en même temps ou sont sur le point d'avoir lieu. Je rapproche ça du fait que des fonctionnalités de ma chaîne ont été retirées. Oui, vous n'avez pas encore, votre chaîne n'existe pas encore depuis assez longtemps. Comment ça? Ça fait déjà 2 ans, la nouvelle. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Et puis ce traitement retardé essentiellement sur la chaîne principale. Est-ce que tout le monde est retardé? Ou est-ce que c'est spécialement pour moi? Donc ça, c'est intervenu à peu près au même moment aussi. Donc on voit bien que les accès se restreignent, mais l'air de rien. Je leur ai écrit 2 fois ou 3 fois pour signaler la chose, et j'aurais dû recevoir au moins de façon automatique une réponse, que je n'ai pas reçue. Comme Crowdbunker quand je leur ai dit c'est quoi qui se passe là? donc en fait c'est voulu. Mais c'est pas avoué. Donc c'est ce que j'appelle la censure passive ou la censure molle. C'est la censure quand même.
Donc, c'est pas ça qui est important en fait. C'est le timing en bon français. C'est la chronologie des événements. Donc c'est pour ça que je m'investis pas trop dans une chaîne où il y aurait des abonnés. De toute façon, vu que mon compteur est arrêté, le compteur des abonnements est arrêté, depuis 2 ans, c'est pas 10 000 personnes qu'il devrait y avoir au rythme de ne serait-ce que 100 nouvelles personnes par mois. Ça marche pas, ça. Il y a un truc qui va pas. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a des fonctionnalités qui se débloquent à partir d'un certain nombre d'abonnés. Donc ils jouent avec nous, ils nous présentent des règles, et puis en fait ils contournent leurs propres règles et ils trafiquent. Alors moi, essentiellement, notez bien, je m'en moque, c'est pas ça que je vous dis. C'est que ça a des conséquences dans le sens où je peux pas ouvrir d'abonnement, de chaîne avec abonnement. Donc j'avais lancé l'idée, mais ce sera pas par YouTube. Sur Odyssée on peut, mais c'est payant à la vidéo, par exemple. Donc vous n'allez pas payer à chaque fois, faire un virement PayPal et vous faire racketter par PayPal à chaque fois. Et ça ne concernerait que ceux qui ont PayPal. Et après, vous imaginez la gestion. Non, ça devient... Donc la solution, comme toujours, devient le problème. Et je me dis aussi, si mon accès au réseau est tellement aléatoire et que je peux pas mettre les vidéos en ligne, tout ça, comment est-ce que j'honore mes engagements par rapport à un contrat? Donc le mieux pour le moment, jusqu'à ce qu'on ait une autre solution, c'est de fonctionner comme on fonctionne. Et encore une fois, de grâce. Ne me dites pas Elon Musk et tout ça, parce que le prochain qui me dit ça, par rapport à ma situation, c'est 350 balles pour la box itinérante, et 40 € par mois. Ça fait donc 4 x 12, 48, 480 balles, plus les 300 ou 350, on est à 800 balles. D'accord, envoie les 800 balles, et je prends l'abonnement pour l'année. Mais comme les conseillers sont pas les payeurs, il vaut mieux à ce compte-là fermer sa bouche. Parce qu'en fait, vous trouvez des solutions et vous regardez combien ça coûte, mais sans connaître en fait ma vraie situation, sans savoir si j'ai déjà le téléphone, si je veux le système en itinérant ou le système fixe, parce que c'est pas les mêmes prix. Donc en fait, ne me donnez pas de conseils, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et honnêtement, si je touche 800 balles, ce sera peut-être pas pour un abonnement Elon Musk. Ce sera peut-être pour assurer ma réserve de bois de l'an prochain ou des réserves achetées en quantité des denrées alimentaires qui se conservent bien et de qualité. Ouais, pas des boîtes de pâté pour chiens, évidemment. Mais vu que de toute façon, ça devient compliqué quand on a du vent, le réseau est faible, il y a très souvent du vent comme aujourd'hui, il y a des perturbations. La perturbation va devenir la norme. Vous ne remarquez pas? Un jour, c'est l'accès au réseau, avec le téléphone, les antennes. Un autre jour, le réseau est excellent, mais c'est la connexion entre mon accès au réseau et l'accès à l'éditeur. Là, ça fonctionne plus. YouTube, c'est très long, il met très longtemps à charger, alors que mon réseau est excellent, mon signal est excellent. C'est plus subtil que ça, hein. Je peux avoir un accès excellent, et puis entre les tuyaux, ça fonctionne plus. Le flux ne va pas suivre, alors que la couverture est bonne. Vous comprenez les nuances? Ne me dites pas que vous n'y connaissez rien, essayez de comprendre. C'est comme si vous avez de l'eau, il n'y a pas de coupure d'eau, tout marche bien, mais au niveau du robinet général, par exemple, vous n'arrivez plus à l'ouvrir en grand. Donc vous avez plus assez de pression à la douche. Mais c'est pas le problème du fournisseur d'eau, jusqu'à votre compteur, ça arrive très bien. Même après le compteur, ça arrive très bien, c'est au robinet général que ça va plus. Vous voyez, c'est un peu ce genre d'analogie. Ou bien le robinet lui-même qui est bouché. Et le robinet sera en l'occurrence le logiciel. Mais pour déboucher le robinet, c'est-à-dire faire fonctionner le logiciel, il faut une mise à jour. Mais comme par hasard, cette mise à jour, elle se fait pas. Ou l'ordinateur dit qu'elle a été faite, mais ça fonctionne toujours pas. Vous voyez, c'est des problèmes en cascade, pour parler d'eau. Et je vous ai dit qu'il y a des problèmes en cascade entre mon logiciel et l'éditeur, entre le flux et l'éditeur, il y a des trucs et des problèmes qui se résolvent d'eux-mêmes, alors que le jour d'avant, le logiciel ne marche plus parce qu'il faut une mise à jour. Aucune mise à jour n'a été faite, mais ça remarche. Et ne me dites pas non mais pourquoi tu fais pas directement de YouTube? Pourquoi je le fais pas? Parce que j'ai mes raisons. Parce que j'ai mes raisons. Des raisons d'ordre technique et pragmatique que je ne vais pas discuter ici parce que ça vous regarde pas, en fait. C'est pas vous qui êtes derrière la console. Donc, pas de conseils parce que vous n'êtes pas au courant de l'ensemble des données. Donc, moi, ce que je vous dis, plutôt que de me donner des conseils, faites votre truc à vous. Vous verrez si vous vous en sortez. Faites votre truc à vous, mais ne me dites pas comment ce serait mieux pour moi. Parce qu'en fait, vous ne connaissez pas la situation, le matériel et les contraintes. Vous ne connaissez pas mon cahier des charges. Je l'ai dit quasiment à chaque fois et je le redis.
Et voilà que l'édito du jour se transforme en bulletin très pratico-pratique pour parler du cadre. Ah oui, la chaîne, le truc comme ça. Moi, ce que j'avais remarqué avec les téléphones portables, c'est que les gens, essentiellement, l'essentiel des conversations, surtout au début, ça tournait autour de l'utilisation du téléphone portable. Par exemple, je t'entends pas, vas-y. Donc l'essentiel du plus communicationnel était en fait détourné par le fait qu'on parlait des problèmes générés par l'introduction de cette nouvelle technologie. En gros, t'appelles sur ton téléphone portable pour parler de comment t'entends ou t'entends pas l'autre. En fait, c'était du parasitage total, parce qu'en plus, l'essentiel de ces conversations était creuse, juste parce que les gens peuvent pas attendre 2 minutes. Comme le mec costard-cravate qui est au supermarché, devant les boîtes de petits pois et qui appelle sa femme pour savoir laquelle il prend. Purée, les mecs, réveillez-vous! C'est pas de la haute technologie, c'est pas de la civilisation, c'est de la dégénérescence mentale, le pourrissement cérébral a commencé là. Et on me dit non mais quand même ça peut être bien utilisé, regarde la preuve, tu réveilles les gens avec tes émissions, nanana. Croyez vraiment que je réveille les gens? Quels gens? Ceux qui sont déjà réveillés? Toutes ces dames qui font de la poterie ou de la danse pour cultiver leur espace intérieur, qui lisent ou qui tricotent ou qui vont à des conférences ou qui s'occupent de leurs vieux voisins, ceux qui ont déjà un cœur et un cerveau fonctionnel. Mais non, je réveille personne. On se serait trouvé autrement, je serais pas derrière mon écran. Je serais sur le marché, à jouer de la musique. Ouais, je toucherais moins de gens, mais il y aurait pas qu'une seule prune dans la vie. Et en France, il y aurait des tas de gens vivants et vibrants qui font quelque chose de réel. Je vais plus sur le marché, je joue plus de la musique. Et je fais plus mes tricots, je faisais un peu des deux. Ah bah il y a des gens que ça tenait, qui venaient me parler. Tous les samedis, il y avait une personne qui me tenait au moins une demi-heure pour me raconter en toute sincérité ce qu'elle vivait. J'ai tenu des gens à bout de bras comme ça, comme d'autres m'ont tenu. Pas une personne à la fois, mais n'est-ce pas plus réel? Chers amis, un peu de modestie dans notre vie et d'engagement en face à face, une seule personne à la fois, et de façon un peu moins sélective, n'est-ce pas plus réel? N'est-ce pas plus vrai? Plus vraiment conscient? Puis-je me justifier en aucune façon d'utiliser ce que je dénonce? Certainement pas, parce que ça reviendrait à violer mon premier et unique principe spirituel, celui dont découlent tous les autres, que jamais, jamais et jamais la fin ne justifie les moyens.